Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette présentation Mieux vendre avec la PNL. J'ai tout plein de belles personnes qui sont en direct avec moi. On est 20 participants ce soir. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir pris le temps. Donc, on va se prévoir une période de temps d'environ 1 heure, 45 minutes pour la présentation et une période de questions à la fin. Si vous avez des questions, je vais vous demander d'attendre à la fin dans le chat pour me les écrire parce que si vous placotez, ben, je vais avoir de la difficulté à les retrouver. Sinon, ben, vous pouvez prendre une chance si vous avez peur d'oublier. Puis, ben, comme je vous le disais, c'est enregistré. Alors, moi, je vais vous partager mon écran parce que je vous ai préparé un beau PowerPoint pour que ce soit plus agréable visuellement à suivre. Alors, je vais vous partager mon écran. Comme ça. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Faites-moi des pouces. Yes! Merci, merci. Alors, mieux communiquer pour mieux vendre. Déjà, le titre de la présentation, qui est aussi le titre de la formation qui va avec, c'est pas pour rien que c'est marqué mieux. C'est pas vendre plus, c'est pas communiquer plus, c'est communiquer mieux. C'est écouter pour comprendre et non pour répondre à l'autre. Alors déjà, hey, j'avais peur d'oublier de vous en parler, fait que je me suis mis une slide concours de prise de notes. J'ai vu ça dans dans le festival de la création de contenu d'Alex Martel. Puis je trouvais que c'était une super belle idée pour voir comment participer. C'est pas un concours de beauté. J'ai pas besoin d'être capable de lire. C'est juste pour vous inciter à prendre des notes puis rendre ça un petit peu funny. Alors, après le webinaire, je vais faire une publication sur ma page professionnelle, Karine Robitaille, coach PNL. Et vous allez mettre une photo de vos notes du webinaire sous la publication. Je vais attendre quelques jours, évidemment, parce qu'il va y avoir le replay. Je vais attendre peut-être 3-4 jours là, maximum. Là. Je ne vous ferai pas languir trop longtemps. Puis, je vais, parmi toutes les personnes qui vont avoir mis une photo de leurs notes, je vais faire une gagnante ou un gagnant un accès à la formation qui débute le 17 septembre, un jeudi soir, en ligne. C'est une valeur de 200 $ plus taxes. Alors, papier-crayon, on prend des notes. Avant de commencer, je vais me présenter. Moi, j'ai un parcours professionnel assez éclectique. Au secondaire, j'hésitais entre médecine, psychologue ou avocate. Puis finalement, je suis allée étudier en thanatologie. C'est une longue histoire, le changement de parcours. Puis j'ai travaillé comme thanatologue pendant 15 ans. Puis là, vous comprenez bien que quand on est thanatologue ou embaumeur, on ne fait pas juste s'occuper des morts, on s'occupe des vivants aussi. Alors, il y avait beaucoup de relations d'aide, de psychologie dans ce métier-là et j'ai vraiment adoré pouvoir accompagner les familles dans ces moments-là. C'est vraiment pour des raisons familiales, personnelles, que j'ai dû me réorienter à un moment donné. J'ai un diagnostic de maladie cœliaque, puis de nature autodidacte et mode solution. J'ai fait beaucoup de recherches pour trouver de l'information, puis j'ai parti un site Internet, je partageais, je vulgarisais un petit peu mes trouvailles et tout ça, puis je me suis mis à accompagner des gens qui devaient faire la transition vers l'alimentation sans gluten. Et encore là, vous comprenez qu'il y a un lien émotif avec la nourriture. J'ai fait mes études de PNL de 2017 à 2019, puis quand j'ai commencé, là, je n'étais pas supposée de devenir coach. J'ai fait le petit cours du début par intérêt personnel. Puis là, ça a vraiment piqué ma curiosité. Fait que j'ai fait l'autre cours d'après, qui était plus de fin de semaine.
sais, je suis un peu comme Obélix, je suis tombée dedans, j'ai jamais été capable d'arrêter. Puis même encore aujourd'hui, je vais me chercher des formations complémentaires. Je suis obligée de me parler fort pour prendre des pauses de formation. Comme là, cet été, je m'étais interdit de prendre des formations pour donner un petit break à mon cerveau qui surchauffe des fois. Alors, je suis coach certifiée en PNL depuis juin 2019. Ça fait environ 1 an et demi que j'accompagne des gens. J'ai plus de 1000 heures de formation, c'est important. Moi, j'ai vu dernièrement une publicité pour devenir coach de vie à 0 $. Est-ce que vous vous feriez opérer par un chirurgien qui a passé un cours d'une fin de semaine qui a coûté 0 $? Je suis pas sûre, hein? Fait que c'est important d'aller chercher des gens qui ont la compétence pour les accompagner. Et ici, je vous le mets, pas de surprise, à la fin, je vais vous faire une offre. Si ça vous a intéressé, bien, il y a une suite. Le webinaire est gratuit, vous allez apprendre une tonne de choses. Puis, il y a une formation en ligne qui va être disponible à partir de la semaine prochaine en direct. On va le faire comme ça. Je vais tout vous expliquer à la fin. Donc, il n'y a pas de surprise. En toute transparence, c'est comme ça que ça va fonctionner. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la PNL? Tantôt, j'ai demandé dans le chat, hein, puis un peu, pas vraiment, moyen, je connais ça. Alors, voici en résumé. La PNL, hein, c'est un acronyme pour Programmation Neuro-Linguistique. Programmation, ça fait référence à tout ce que vous avez appris de façon inconsciente et que c'est accumulé dans votre cerveau. Alors, pour tenir un verre ou une tasse, c'est une programmation, c'est un apprentissage. Quand vous étiez petit bébé, vous n'arriviez pas à le faire. Vous avez appris à le faire, à tenir, à serrer les doigts au bon moment, puis à le porter à votre bouche. C'est une programmation, vous pouvez le faire de façon automatique maintenant. Là-dedans, on met les croyances, les peurs, les doutes. Les croyances, il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. Alors, tout ce qu'on a acquis depuis qu'on est né, c'est dans les programmations. Et juste comme ça, 95% de nos paroles, pensées et gestes viennent de l'inconscient. Fait qu'il y a du stock dans le coco. Neuro, c'est que tout ce qu'on vit passe par notre système nerveux qui est sollicité par les 5 sens et tout est encodé dans notre cerveau. Et puis, linguistique, c'est le langage qui nous permet d'entrer en relation avec notre environnement. La PNL s'intéresse beaucoup au langage. Et puis, dans le langage, on va pouvoir détecter des schémas mentaux qui sont présents. Puis c'est de ça qu'on va parler ce soir. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Alors, si on avait à définir la PNL en quelques mots, on dirait que c'est un ensemble de modèles et de techniques destinés à améliorer la communication entre les individus et à s'améliorer personnellement. Ça vous va jusque-là? Super! Ça, c'est une citation de Bernard Werber que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire et ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous entendez et ce que vous comprenez, il y a tant de possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer, mais essayons quand même. Les êtres humains, on est des êtres de perception. Alors, de la confusion, hein, quand on perçoit, on interprète le message de quelqu'un, on interprète sa réaction et tout ça, ça peut causer toutes sortes de situations. On va essayer d'y voir plus clair ensemble ce soir. Ici, je vais juste tasser ma photo, mon petit cadran. Tiens, je vais le mettre ici. Ça devrait être correct. Première étape de la communication. Avant même de penser à formuler votre message, vous devez vous assurer que votre interlocuteur est disponible, qu'il y a un canal de communication qui est créé. On appelle ça créer le rapport. C'est d'établir une relation bilatérale. Puis en PNL, on dit rencontrer l'autre dans sa carte du monde. Sa carte du monde, c'est sa façon de percevoir les choses. Alors, je vais m'intéresser à sa dynamique.
Puis quand on dit à un moment donné que ça coule, que c'est facile, on est connecté, le courant passe, bien là, c'est qu'on est synchronisé. Vous voyez sur la photo, la posture, même au niveau du visage. Bon, là c'est sûr que c'est mimé, hein, c'est un mime. Mais ça, on appelle ça la synchronisation, puis on est au niveau non-verbal. Quand on veut s'assurer d'avoir un rapport, d'avoir vraiment un climat de confiance, puis que l'autre personne est vraiment disponible pour entendre notre message, on va se synchroniser sur 3 niveaux de langage que je vous présente. Alors, les types de langage ou les niveaux de langage, ça se divise comme ici. Vous en dites plus quand vous ne parlez pas. Le non-verbal, si on va en bas à droite, représente 55% de votre message. C'est le langage du corps, c'est votre posture, votre gestuelle, c'est l'expression de votre visage également. Le paraverbal au centre en bas, c'est 38% de votre message. Donc, la tonalité de la voix, le rythme, le débit. Il y a des gens qui parlent comme ça, puis qui chantent un petit peu. Il y en a d'autres qui baissent la voix au fil de la phrase. Il y a toutes sortes de façons comme ça qu'on a de parler. C'est vraiment intéressant quand on s'y attarde. Et si on va à gauche, en bas à gauche, le verbal, c'est 7%. Juste les mots, là, ça représente 7% de votre message. Alors, vous allez voir au centre de la diapo ce que je vous ai mis, puis les gens sont toujours surpris quand je leur présente ça. Un texto, là, c'est juste des mots. Il n'y a pas votre voix, il n'y a pas l'intonation, il n'y a pas votre gestuelle, il n'y a pas votre posture. Bien, ça, là, c'est juste 7% de votre message. Le 93% qui manque, il vient d'où, vous pensez? Bien, c'est la personne qui reçoit votre texto qui le remplit en fonction de ce qu'elle connaît de vous, en fonction du contexte s'il y en a un, puis en fonction de toutes ces programmations. Alors, quand on dit là, que les textos, ça ne sert pas à débattre et à avoir des discussions sérieuses, bien là, je pense que vous allez comprendre pourquoi. Parce que, ben, il n'y a pas beaucoup de notre message qui passe, puis ça peut être interprété énormément. Alors, déjà de passer au téléphone, on monte à 45%. Si vous remarquez bien, on est encore en bas de la moitié. 45%, c'est le verbal, le choix de nos mots, et le paraverbal, toute la tonalité, l'intonation, le rythme de la voix. Puis quand on est en personne, qu'on a accès au non-verbal, au paraverbal qui est la tonalité et aux mots, eh bien là, on est à 100%. J'ai essayé de m'informer, à savoir quand on est en virtuel, hein, parce que depuis le COVID, on est beaucoup en virtuel. On est-tu à 100%? Pas tout à fait. Donc, je n'ai pas trouvé là, de chiffres exacts. Probablement que ça va venir avec le temps. Il y a des études qui vont se faire là-dessus. Ce que j'ai lu, c'est qu'on pouvait situer de 80 à 90% environ le message. Ce qu'il faut retenir, c'est que notre cerveau, il n'est pas encore habitué au Zoom. Hein? Notre cerveau, il n'est pas arrivé en 2020. Puis lui, c'est comme si quand on est en Zoom, il y a des gens que ça fatigue beaucoup. Puis ce que j'ai lu, c'est que c'est comme si notre cerveau cherche à décoder le non-verbal de l'autre, mais il y a juste un bout. Il y a juste un bout, puis l'énergie de la personne, peut-être qu'on la ressent pas toute. Alors, c'est pour ça des fois que les réunions Zoom, ça nous demande plus, en plus de l'effet de l'écran hein, qui est très stimulant. Alors, quand on parle du verbal, c'est le choix des mots utilisés, dans lequel on va avoir le mode de représentation, je vous en parle tantôt, et les métaprogrammes, je vous en parle tantôt. On y va en ordre. Là, je vais aller vous voir pour être sûr que ça va. Est-ce que ça va tout le monde? Super, parce qu'avec la présentation, je suis obligée de vous cacher. Je ne vous vois pas tout le long de la présentation. Super! Donc, le rôle des 5 sens, hein, tantôt j'ai dit dans la définition de la PNL que la neuro, c'était comment notre système nerveux est alimenté par nos 5 sens. Comment ça fonctionne?
Il y a une situation. Le cerveau, il veut savoir, bien le cerveau, nous autres, là, on veut savoir qu'est-ce qui se passe dans l'environnement. Ça peut être des personnes, des situations, etc. Ça va être perçu par nos 5 sens. Ça se trouve à être notre perception de la situation. Et là, si vous remarquez bien, bon, j'ai mis les 5 sens, là, on s'entend que l'odorat et le goûter, c'est rare que ça nous sert à être témoin d'une scène d'accident. On les entre dans le kinesthésique, hein, les mains. Alors, on a l'auditif qui est au centre, on a le visuel, puis les 3 autres, on va les entrer dans le kinesthésique qui est plus dans le toucher et le ressenti. Quand on dit qu'une personne est visuelle, auditive ou kinesthésique, c'est qu'elle a un sens préféré. Voyons ça comme des chemins. Bien, dans ce cas-ci, sur la diapo, l'auditif, c'est comme l'autoroute. C'est comme le canal préféré de ce cerveau-là. Et les autres, c'est les chemins de campagne. On va vulgariser ça comme ça. Une fois qu'on a cette perception-là des 5 sens, c'est amené au cerveau qui va passer ça dans des filtres mentaux. Les filtres mentaux, c'est toutes nos programmations. Et ça va nous faire sentir d'une façon, ça va générer une émotion. Et en fonction de cette émotion-là, on va réagir. Exemple, je prends tout le temps l'exemple de l'accident. Je perçois un accident. Si je suis auditif, peut-être que c'est le son de la voiture, le cri de quelqu'un, les sirènes. Hein? C'est peut-être les sons qui m'ont le plus marqué. Alors que si je suis visuelle, bien évidemment, ça va être les aspects visuels. Et si je suis kinesthésique, ça va pas être la vibration ressentie au moment de l'impact. Ça va être le frisson quand j'ai réalisé que c'est un accident peut-être grave. Ça va être la douleur que je perçois chez la victime de l'accident. Vous comprenez la distinction entre les 3. Ça va être amené à mon cerveau et passer dans mes filtres mentaux. Ici, je vous fais un petit exemple rapide avant de passer au reste. C'est que si vous êtes secouriste, vous ne réagirez pas de la même façon que si votre mère est décédée d'un accident d'auto. Les filtres mentaux font en sorte qu'on va tous réagir d'une façon différente à une même situation. Là, je prends des situations un peu extrêmes, hein? C'est comme pour caricaturer, là, pour que ça soit comme clair. Alors, si je suis secouriste, l'émotion ne sera pas la même et ma réaction ne sera pas la même. Je vais tomber en mode procédure, puis tout ce qu'il faut faire, je vais sortir des réflexes et tout ça. Alors que si pour moi, ça me fait penser à un drame que j'ai vécu, bien, il y a des chances que je sois plus ébranlée par la situation. Alors ça, c'est un petit peu le chemin que ça prend. Vraiment en très, très simple. Donc, les 3 sens. Je vous en ai parlé un peu. Les filles, on avait toutes des revues quand on était adolescentes avec des petits tests. Je pense que sur Facebook, il y a encore des tests du même genre. Puis, des fois, on a l'impression que, bon, ben, un coup qu'on sait, je suis visuelle, auditif, kinesthésique, ça ne change plus grand-chose. Mais en fait, oui, ça change quelque chose, c'est juste qu'on ne sait pas quoi en faire. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques années, j'étais en couple et j'habitais avec mon conjoint Sylvain à l'époque. Moi, je suis vraiment très visuelle, puis lui, il est vraiment très auditif. Alors là, on avait fini de souper, ramassé la cuisine et tout ça, puis j'étais en train de lui parler d'une situation là, qui était arrivée au travail, puis qui était comme pas évidente, là, une situation délicate. Puis, à un moment donné, il disparaît. Il s'en va se faire quelque chose dans la pièce d'à côté. Donc, moi, je m'étais. J'attends qu'il revienne. Puis là, je me dis, bon, ben, il n'a pas de l'air très, très attentif, hein? Si je n'avais pas connu la PNL, parce que là, je commençais mes cours, j'aurais pu me dire, ben, coudonc, il se fout bien raide de ce que je suis en train de lui dire. Mais non, c'est que lui, il était auditif. Ben, il l'est encore. Lui, il est auditif. Son besoin, il n'a pas besoin de me voir. Tandis que moi, j'ai besoin de voir la personne à qui je m'adresse. C'est automatique. Je fais ça tout le temps. Quand je parle à quelqu'un qui sort de mon champ de vision, j'arrête. J'y pense pas, là. Ça se fait tout seul. Ce que ça a permis
de savoir que je suis visuel et lui auditif, c'est que, premièrement, je ne me fâchais pas s'il sortait de mon champ de vision pendant que je lui parlais parce que je savais que son besoin n'était pas le même que le mien. Ensuite, lui, ce que ça lui a permis, c'est de se rappeler que mon besoin, c'est de le voir, donc de ne pas quitter mon champ de vision quand je lui parle de quelque chose d'important, ou encore de me dire « 2 secondes, chérie, je fais juste rester à côté, je t'entends. » Vous comprenez? C'est une situation très banale. Je prends des situations de la vie courante parce que c'est comme plus facile pour donner des exemples. Une autre chose qui est arrivée aussi, qui a rapport avec le fameux visuel auditif kinesthésique, c'est que j'arrive au salon, puis la télé joue, mais personne ne l'écoute. Fait que je me dis, ah, ben c'est vrai, il me restait une émission enregistrée à regarder, que je change de poste. Et là, j'entends crier à l'autre bout de la maison, hey, je l'écoutais! T'écoutais la télé, t'es même pas là. Ben lui, qui est auditif, lui, il a juste besoin du son. Il écoutait, je ne sais pas si c'était les nouvelles, je me rappelle pas quoi, puis il était dans une autre pièce en train de faire autre chose. Alors que moi, si je ne suis pas assise devant la télé, ben je vais la fermer. Je ne l'écouterai pas. Ben, ça peut m'arriver d'écouter, j'écoute des podcasts, des livres audio, des choses comme ça, mais par rapport à la télé, vous comprenez la distinction. Juste comme ça, je vous le dis en passant, visuel, ça représente la majorité des personnes. Donc, peut-être un 50-60 %. Des auditifs, on tombe à 35-40 %, puis des kinesthésiques, 5-10 %. Les visuels, c'est pas nécessairement qu'on va tout remarquer. Parce qu'il y en a qui disent, voyons, je suis visuelle, puis j'ai pas remarqué telle affaire, ou quand... Ah, ça, c'est un exemple que j'ai souvent. Il me semble que je suis visuelle, mais quand je croise quelqu'un sur la route avec un autre auto, je ne m'en rends pas compte. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas visuel. C'est pas nécessairement qu'on remarque tout. C'est notre canal pour amener l'information à notre cerveau qui est prioritaire. Hein? C'est comme c'est l'autoroute. Les auditifs, c'est des gens qui vont se fier à ce qu'ils entendent, qui vont retenir plus ce qu'ils entendent que ce qu'ils voient. Des gens qui vont peut-être être, qui vont plus écouter la musique, qui vont être plus sensibles au son, etc. Et kinesthésique, on parle du toucher. On parle du toucher comme ça, mais on parle aussi du ressenti. Ce sont les personnes qui vont entrer dans un endroit où qui vont dire « non, je ne le sens pas ici, l'énergie, il y a quelque chose qui me dérange ». C'est des gens qui vont être très connectés à leurs émotions, mais qui ne vont pas toujours le comprendre. Donc, il y a un travail à faire par rapport à ça, mais encore là, c'est une minorité de personnes. Il faut savoir qu'évidemment, on est les trois. On n'est pas que visuel ou que auditif ou que kinesthésique. On est les trois. On a une dominance, un profil, un type dominant, puis on porte les deux autres également. Il y a un très faible pourcentage de personnes qui sont pratiquement égales dans les trois. En fait, je pense que c'est même pas 1 %. C'est vraiment minime. Les chiffres varient beaucoup d'une étude à l'autre, mais c'est vraiment minime. La plupart du temps, on a un type dominant ou des fois, on en a un puis le deuxième, il n'est pas loin derrière. À quoi ça sert de savoir ça? Ça sert à éviter de sauter aux conclusions puis de porter des jugements, comme dans la situation là, où on rangeait la vaisselle puis que mon ex-conjoint s'est changé de place. Bien, au lieu de me dire hey, Baba, il ne m'écoute pas pendant tout, il y a de l'air à s'en foutre comme dans la 40, ben j'ai juste pensé que, ah oui, c'est vrai, lui, il n'a pas besoin de me voir pour m'entendre. OK? Ça sert aussi à mieux se faire comprendre. Si je veux donner une directive à mon enfant qui est auditif, je ne m'exprimerai pas nécessairement de la même façon qu'à mon enfant visuel ou mon enfant kinesthésique. Donc, le visuel, on est dans le voir. L'auditif, on est dans l'entendre. Puis, le kinesthésique, on est dans le faire, dans le mouvement. Alors, ça, dans la formation,
j'enseigne les mots, les phrases et les expressions pour détecter le mode de l'autre, puis à utiliser quand on veut aller dans le mode de l'autre pour augmenter nos chances que la personne retienne le message, finalement. C'est un peu comme si on parlait tous des dialectes du français, puis que je prends ton accent pour que tu me comprennes mieux. La synchronisation, il faut savoir qu'on le fait de façon naturelle. La PNL, ce n'est pas une invention, c'est une modélisation. Elle a observé un paquet de gens, puis elle a modélisé, c'est-à-dire qu'elle a tiré des conclusions de ces observations-là. Donc, elle a mis des mots sur des choses qu'on fait déjà, tout simplement. Ces modes-là, qui sont aussi appelés système de représentation, mode de représentation, c'est comment on se représente notre environnement. Ils vont nous servir aussi à encoder puis à mémoriser nos expériences et leur donner un sens, les interpréter quand on a à se les remémorer. Ça va toujours? Hey, je vois des gens écrire, prendre des notes! Super, super! Alors, on continue. Les métaprogrammes. Ça, les métaprogrammes, quand on comprend ça, là, je vous le dis, ça change une vie. Puis là, je vais vous raconter une autre anecdote d'une situation personnelle. Quand mon fils était en 3e année, c'était pas facile à l'école. T'as un petit gars TDAH à côté, là, puis c'était pas facile d'avoir le comportement attendu en classe. En 3e année, son enseignante avait un système avec des étoiles. La journée scolaire était divisée en 4 étapes, avant la récré, après la récré, l'avant-midi, l'après-midi. Puis quand ça se passait bien, les élèves avaient droit à une étoile pour cette étape-là. Puis s'il y avait tant d'étoiles dans la semaine, ça leur donnait accès à un privilège. Puis ça, ça ne marchait pas pantoute avec mon gars. Mais comme dans pas pantoute, lui, là, avoir des étoiles, ça ne l'intéressait pas. Ça ne le motivait pas. Puis, à ce moment-là, je consultais une coach PNL. Je n'étais pas encore coach, là, on recule de là 15, peut-être pas 15 ans, mais on recule de là un bon petit bout, une bonne dizaine d'années. Puis elle m'avait dit, je pense que ça ne convient pas elle ne m'avait pas dit métaprogramme, mais à la façon d'être de ton garçon, j'aimerais ça qu'on demande à l'enseignante si elle peut lui donner 4 étoiles le matin et à chaque période où ça ne se passe pas bien, on va y en enlever une. Et ça, là, ça a marché au bout. Puis ça, c'est un des métaprogrammes. Les métaprogrammes, c'est des familles de filtres mentaux inconscients, la très grande majorité du temps, qui indiquent comment on va percevoir l'information, comment on va la traiter, comment on va la communiquer. Ça va dicter nos paroles, nos gestes, nos comportements, nos décisions, notre motivation. Ce que je viens de vous expliquer dans mon exemple, c'est le éloigner d'eux, aller vers. Il y a des gens qui sont motivés par l'atteinte d'un objectif, l'atteinte d'un but, l'obtention d'un privilège, et il y a des gens qui sont motivés par s'éloigner de la douleur ou d'un problème, éviter une souffrance ou un désagrément. Alors là, clairement, ce que vous comprenez, c'est que mon fils est un éloigné d'eux dans son tempérament. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, puis ça, c'est bon pour tous les métaprogrammes, puis même pour le visuel, auditif, kinesthésique. C'est juste une façon d'être qui peut changer en fonction du temps quand on grandit et qui peut être contextuelle. Je peux être plus d'un type au travail, puis plus d'un autre type dans mes loisirs, par exemple. Je vais vous donner l'exemple de quelqu'un qui choisit de faire un voyage en croisière parce qu'il a peur de l'avion. Alors là, vous comprenez que c'est un éloigné d'eux. Il fait la croisière parce qu'il veut éviter l'avion qui lui fait peur. Alors qu'il y a une autre personne sur le même bateau qui va choisir de faire une croisière parce qu'il adore l'océan. Il adore l'eau.
Les motivations sont différentes, mais les deux personnes sont sur le même bateau. Vous comprenez? Ça, c'est l'un des métaprogrammes. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand on s'y attelle et qu'on s'informe par rapport à ça, c'est qu'on va les percevoir à travers le langage de notre interlocuteur, puis à travers aussi ses comportements quand on l'observe. Mais moi, quand je rencontre des clients en coaching, je ne les observe pas dans leur milieu de vie. Je les ai devant moi pendant 1h30, aux semaines, aux 2 semaines, pendant une période X de temps. Mais à travers leur langage, puis ce qu'ils me racontent, je vais, la plupart du temps, la très forte majorité du temps, je vais être capable de cerner leur profil. Habituellement, après la première rencontre, j'ai pas mal pris en note dans mon dossier là, les principaux métaprogrammes, puis le mode de représentation, c'est la personne est visuelle, auditive, kinesthésique. C'est sûr que j'ai étudié 2 ans pour faire ça, puis que là, j'ai de la pratique, mais quand on s'y attarde, puis avec les fiches techniques que je donne dans la formation, c'est vraiment plus facile. Je vous explique les 4 autres. Des métaprogrammes, il y en a 12-15. Il y en a pour le tri de l'information. Il y a des gens qui vont trier par les lieux, par les personnes ou par les dates. Mais c'était moins pertinent pour la formation. Donc, moi, j'en ai retenu 5 parce que je préfère qu'on en ait moins et qu'on les maîtrise vraiment bien. Il y a le global et le spécifique. Le global, c'est la personne qui voit le big picture. C'est la personne qui regarde dans l'ensemble. Le spécifique, c'est la personne à qui tu vas demander « Puis ton voyage, comment c'était? » Puis que tu as le temps de prendre un café, puis un deuxième, puis un troisième. Parce qu'elle te raconte que là, ben écoute, notre avion est parti 1 heure en retard parce qu'à l'autre transfert d'avant, il a fallu qu'il déglace les ailes puis tout ça. Mais en tout cas, au moins, ils nous ont servi du café à l'aéroport. Puis après ça, ça l'a bien été. On est arrivé à l'hôtel, on était reçus comme des rois. On avait un petit cocktail, puis nos chambres étaient prêtes. Puis bon, là, mon chum, lui, il était pressé d'aller souper. Mais moi, j'avais le goût de me placer dans... Vous comprenez, là? Ça, c'est un type spécifique. J'ai pas de misère à le faire parce que je suis un peu comme ça. Puis, généralement, on identifie le type spécifique un peu plus aux femmes, qu'on raconte les choses dans des détails, mais ce n'est pas exclusif. Puis le global, ben, c'est le gars à qui on dit « Puis ton voyage, hey, c'était super! » Ou aux ados. Ça, aux ados, là, c'est tout le temps correct. Ça, c'est très global. Encore là, il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Puis ça, c'est assez facile à observer chez la plupart des gens. Puis ce que ça indique, c'est qu'il y a un besoin derrière. Quand on s'adresse à une personne qui est de type global, il ne faut pas rentrer dans les détails tout de suite, on va en perdre. Il faut y expliquer le big picture. Il faut qu'elle voie l'ensemble, puis après, elle va être prête. Mais si on commence par les détails, on la perd. L'inverse est aussi vrai. Donc, si une personne spécifique, on y parle juste du big picture, ben, elle va poser 50 000 questions parce qu'elle a besoin, pour traiter l'information, elle a besoin de ces détails-là. Donc, souvent, on offre aux gens, dans notre façon de communiquer, ce dont nous, on a besoin. Le type option et procédure. Le type option-procédure, c'est un métaprogramme décisionnel qui va nous aider à prendre une décision. Le type option, il aime avoir des options. Il aime qu'on lui dise, exemple, si je suis planificatrice financière, ben, il va aimer qu'on lui dise, ben écoute, dans ton cas, il faudrait penser à un CELI, à des REER, puis à une assurance invalidité. Lui, là, même si tu lui dis que l'assurance invalidité est prioritaire, lui, il voit ça comme des choix. Puis il va y aller un petit peu comme ça il tente, en fonction de l'information, des arguments qu'on lui a servis, tout ça. Mais lui, même si on lui donne un ordre, il prend ça comme des options, comme des choix. Tandis que le type procédure, lui, si tu lui dis ça te prend une assurance invalidité en premier, bien, c'est la première chose qu'il va faire parce que c'est l'ordre. Le type procédure, c'est quelqu'un qui aime un ordre établi. C'est quelqu'un qui va monter un meuble IKEA en suivant les étapes. Moi, je suis un type option. Un meuble IKEA, je regarde le petit manuel d'instruction quand je ne sais plus quoi faire.
Je saute des étapes. Quand il faut mettre le petit piton dans cette sorte de trou-là, ben, je les mets toutes, même si dans la première étape, ça disait juste de le mettre dans 4 trous. Des fois, j'ai des surprises. Mais d'habitude, je m'en sors très, très bien. Le type procédure va aimer les checklists, va suivre les étapes. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre. C'est des façons différentes de faire. Si je demande à un type procédure de partir en road trip, ça se pourrait qu'il panique un petit peu. Et si je demande à un type option de me planifier un itinéraire, ça se pourrait que ça ne tente pas pantoute. On est juste fait différents. Souvent, dans un couple, entre autres, on va attirer des personnes qui ont des schémas différents des nôtres pour se balancer. Ensuite, le interne-externe. À ne pas confondre avec introverti-extroverti. C'est un métaprogramme de décision. Est-ce que je prends ma décision à l'intérieur de moi ou si j'ai besoin d'aller chercher des avis externes pour me faire une idée? Une personne qui est interne va suivre son feeling. C'est le genre de personne qui peut s'acheter une nouvelle auto puis même pas d'avoir parlé à sa femme le matin. La personne externe, elle va aller chercher des avis. Elle aime les témoignages. Elle aime même pas les statistiques, mais tu sais, là, elle va acheter le meilleur vendeur d'une série pour ne pas se tromper. Elle va demander à son père, sa mère, sa soeur, sa meilleure amie, leur avis sur la prochaine auto, la prochaine maison, le prochain emploi convoité. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables de se décider. C'est que dans leur processus de décision, d'aller chercher l'avis des autres, ça vient confirmer ou infirmer leur propre décision qu'ils ont de la difficulté à trouver. Ça se pourrait que la personne qui est externe fasse le contraire de tout ce que le monde lui dit. C'est juste que dans son processus décisionnel, elle a besoin d'être confrontée aux avis des autres. Et finalement, pour ce soir, le dernier métaprogramme que je vous présente, c'est le proactif et le réactif. Ça, c'est quelque chose habituellement qui est facile à comprendre parce qu'on l'entend souvent, cette expression-là. J'ai beaucoup d'entrepreneurs ce soir qui sont présents en direct. Souvent, on est des gens plus proactifs. On voit les choses à l'avance. On passe rapidement à l'action, alors que les personnes réactives vont analyser, vont réfléchir longtemps, puis vont agir quand ils n'ont plus bien le choix. C'est pas, encore là, je le redis à chaque fois, il n'y en a pas un meilleur que l'autre. C'est juste différent. Les personnes proactives, on trouve que les réactifs, ils brandent la patte peut-être un petit peu des fois. Puis les personnes réactives, ben, ils trouvent qu'on ne réfléchit pas assez longtemps avant de passer à l'action. Des fois, on passe tellement vite à l'action qu'on oublie des détails et on est obligé de recommencer des étapes. Les réactifs, ben, des fois, ça leur prend tellement de temps qu'ils peuvent manquer des opportunités. Puis qu'ils peuvent finir par ne pas passer à l'action parce qu'à force de trop réfléchir, ils restent pris un petit peu là-dedans. Évidemment, là, je vous présente des extrêmes. Par contre, il faut voir ça comme si c'était un spectre. Il y a un côté éloigné d'eux, puis il y a un côté aller vers, puis on est tous quelque part entre les deux. Souvent, on tend plus d'un bord que de l'autre. Puis selon les contextes et selon les périodes de notre vie, ça se peut qu'on soit à un niveau ou à l'autre. Pour les modes de représentation, ça peut dépendre du contexte aussi. Je peux être un animateur de radio qui tripe sa musique, super auditif dans mon travail, mais être très kinesthésique dans mes loisirs et aimer les sensations fortes, faire du parachute, du bungee puis du ski alpin extrême. Donc, dans les différentes sphères de notre vie, ça se peut qu'on ait un profil qui se démarque, qui est différent. Quand on apprend à se connaître, on comprend nos réactions, nos comportements, notre processus de décision. Et souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que ceux avec qui on a un petit peu plus de difficulté à cliquer, c'est ceux qui ont des schémas opposés à nous.
Et quand on comprend ça, premièrement, le comprendre, c'est la moitié de la job qui est faite. Puis ça nous permet de nous adapter si le besoin est là. Si on jase sur le bord de la machine à café au bureau, c'est pas très important, hein? C'est du small talk. Mais si je veux vendre à une cliente une crème de soin de visage, c'est important que je sache est-ce qu'elle veut éviter d'avoir l'air fatiguée ou elle veut avoir plus d'éclat sur sa peau. Parce que si elle veut plus d'éclat, puis que je parle juste de ne pas avoir l'air fatiguée puis d'éviter d'avoir des rides, ça se pourrait que ça ne parle pas dans son mode de langage à elle. Vous comprenez? Ça, c'est le éloigné de, aller vers. Donc, c'est des petits détails qui font toute la différence quand on sait comment les appliquer, les utiliser, dans la vie de tous les jours. Là, j'ai vraiment sauté comme plein d'affaires. Un peu. Voilà! Alors, je vais vérifier si vous avez des questions jusque-là. Y a-t-il quelqu'un qui a une question? Peut-être lever la main. Là, partage d'écran, je ne vois pas le chat. Je vais finir le PowerPoint, je vais arrêter le partage d'écran, puis après ça, on pourra regarder vos questions. Il me reste 2-3 diapos. En fait, pour le contenu, c'est pas mal ça. C'est pas mal complet. Puis, je prends un petit instant, comme je vous l'ai indiqué au départ, pour vous parler de la formation. Donc, si ça a piqué votre curiosité, si vous voyez comment ça peut vous aider dans vos communications prospects-clients entre collègues, le chum, la blonde, la belle-mère, les voisins, les amis, ça marche dès qu'il y a deux êtres humains qui communiquent ensemble. Ces principes-là fonctionnent. C'est juste que moi, comme je suis dans un milieu d'entrepreneurs, je suis une passionnée de l'être humain, fascinée par notre cerveau et passionnée de l'entrepreneuriat également. Je l'ai adapté en fonction de la vente. Éventuellement, je vais peut-être l'adapter format famille. On verra. C'est juste les exemples qui changent parce que c'est la même base. Donc, l'objectif de la formation, c'est de découvrir quels sont vos schémas de communication, de reconnaître ces schémas-là chez votre interlocuteur, que ce soit dans un cadre professionnel ou personnel, puis d'adapter votre langage verbal et non verbal. Je vais vous faire une petite parenthèse là-dessus pour mieux vous faire comprendre. Tantôt, je vous parlais au début de la synchronisation. On peut se synchroniser au niveau verbal avec le choix de nos mots en fonction de nos métaprogrammes, de nos modes de représentation. On va se synchroniser au niveau paraverbal. Donc, je vais adapter le rythme de ma voix. L'intonation, ça se pourrait que je m'amuse avec pour suivre mon interlocuteur. Et au niveau non verbal, je vais adopter sa posture. Au début, je ne vais pas faire le singe, je ne vais pas le mimer. Je vais induire une synchronisation en adoptant certains gestes ou une certaine posture, par exemple en me reculant sur ma chaise, en croisant une jambe, en croisant mes bras. Et à un moment donné, je vais décroiser mon bras. Et si la personne est synchronisée devant moi et décroise son bras à son tour, ça veut dire que je l'ai mon canal de communication, je l'ai mon climat. La personne est entièrement avec moi, disponible et disposée à entendre mon message. Donc, c'est une façon aussi de mesurer si la personne est avec nous. Vous savez, les amoureux qui vont en tête à tête au restaurant et qui sont parfaitement synchronisés, ils se parlent, sont penchés par en avant, puis la tête d'un côté, puis là, ils se parlent, puis à un moment donné, les deux changent de tête, la tête de bord en même temps. Ils sont parfaitement synchronisés. C'est qu'ils sont exactement sur la même longueur d'onde, hein? Qu'est-ce que ça permet quand on arrive à adapter notre langage verbal et non verbal pour mieux communiquer notre message? Bien, au bout de la ligne, dans un contexte business, ça nous permet de conclure plus de ventes, d'augmenter notre rétention client, puis d'obtenir plus de références. Les gens se sentent
compris, se sentent en confiance, puis vont connecter plus rapidement avec nous, avec ces informations-là. Comment ça fonctionne concrètement, la formation? C'est 4 rencontres d'1h30, les jeudis soirs de 19h à 20h30. J'ai ajouté une 5e séance de questions-réponses. La rediffusion, tout est enregistré, ça se fait en direct, mais tout est enregistré. Ça commence la semaine prochaine, jeudi le 17. On alterne entre théorie et pratique. Donc, même si c'est en ligne par Zoom, je vous fais pratiquer votre type de langage, votre verbal, votre auditif, pas votre verbal, votre visuel, auditif, kinesthésique. Je vous fais des exercices pour vous aider à décoder ça dans des textes et moi, je joue des rôles et je vous en fais jouer parce que c'est dans le pratiquant qu'on va l'intégrer. Je vous invite aussi à faire des exercices entre les cours, des exercices ou des observations, je dirais, pour vraiment l'intégrer. Je vous fournis les fiches techniques, les notes de cours. Vous avez un petit cahier à imprimer. Vous avez accès à un groupe Facebook aussi dans lequel je réponds à toutes les questions, puis je vais vous ajouter des petits compléments d'information, des petites mises en situation et tout ça. Puis, tous mes étudiants de cette formation-là, jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, j'ai 70 personnes qui ont suivi cette formation-là d'une forme ou d'une autre, en ligne, en salle, des formations privées pour des groupes spécifiques, des compagnies, ou des formations tu sais, que j'ouvrais les portes puis que les gens s'inscrivaient dans le temps où on faisait des formations dans des salles, tu sais, à moins de 2 mètres tout le monde, là. Donc, j'ai 70 personnes, j'ai des beaux commentaires, des beaux résultats. Ce que je permets, c'est l'accès à vie au contenu et aux prochaines cohortes virtuelles. Excusez-moi, je déparle. Donc, à partir du moment où tu t'es inscrite une fois, bien, tu es avisé quand je redonne la formation et tu es libre de te joindre à une ou à toutes les autres séances. Puis les formations sont enregistrées, donc ça te permet d'aller revisiter les notions parce que bien, c'est sûr hein, que ce n'est pas des choses qu'on acquiert comme ça rapidement, mais j'ai vraiment des trucs pour vous aider à l'implanter le plus possible dans votre vie de tous les jours. Alors, je vous rappelle le concours de prise de notes. Je fais gagner une participation à la formation et j'arrête mon partage d'écran pour vous voir. Alors, oh, dans le chat, il y a eu de l'action. Dans le chat, il y a eu de l'action. Alors, je vais essayer de reculer un petit peu. Oui, vous allez avoir l'enregistrement. Guylaine qui demandait ça. Aucun stress, je me cherchais, hein, je suis vraiment... J'avoue que j'étais un peu stressée, c'était la première fois que je n'étais pas capable de devenir animatrice de mon Zoom. Des choses qui arrivent. Il y a quelqu'un qui a dit que le son vous coupait beaucoup, puis les autres disent que ça va bien. C'était peut-être Vicky qui avait un petit problème de son. Jean-Sébastien. Alors là, si vous avez des questions, c'est le temps de me mettre ça dans le chat, que ce soit par rapport aux notions que je vous ai données, à la PNL en tant que telle, ou à la formation, je réponds à toutes vos questions. On est dans les temps. La difficulté est de reconnaître le schéma de l'autre. J'aime utiliser le mot défi, Jean-Sébastien. Le défi, c'est de reconnaître le schéma de l'autre. Il y a quand même des trucs pour ça. Quand on sait quels mots, quelles expressions les personnes d'un tel profil vont utiliser, bien à ce moment-là, on les reconnaît plus facilement. Je suis certaine qu'en vous donnant l'exemple de éloigner vers, éloigner vers, éloigner de, aller vers, vous avez déjà des exemples. Êtes-vous capable de me dire, vous, êtes-vous plus un ou l'autre, aller vers ou éloigner de? Mettez-moi ça dans les commentaires. Il y a certains schémas qui sont plus faciles à identifier. Puis, on a le droit de poser des questions pour le savoir. On a le droit de poser des questions pour savoir, pour valider notre perception. Je me trompe-tu, Carole, ou toi,
ça te stimule plus si je te propose une avance ou une promotion pour faire ton travail? Ça se pose comme question. Puis la personne, ça se peut qu'elle dise, ben oui, mais en même temps, moi, tu sais, il ne faut pas que je perde ma job parce que j'ai une famille à nourrir, là. Ah ah! Alors là, cette approche-là, cette question-là, nous a permis de valider ou plutôt de voir qu'on s'était peut-être trompé, que la personne n'est pas allée vers elle, ne veut pas avoir une promotion, elle veut éviter de perdre sa job parce qu'il faut qu'elle nourrisse sa famille. La motivation, elle est différente. Tantôt, je parlais de proactif et réactif. Si je veux un leader, si je veux un chef d'équipe, j'ai besoin de quelqu'un de proactif pour développer un projet, etc. Si je veux quelqu'un qui va exécuter, ben, j'ai peut-être plus besoin d'une personne réactive. J'ai peut-être aussi besoin d'une personne qui est plus, voyons, procédure. Personne qui va suivre un ordre, qui va faire les tâches dans l'ordre. Les entrepreneurs, travailleurs autonomes, les leaders, souvent sont de type aller vers, de type option et de type proactif. Ça ne veut pas dire que c'est impossible que ce soit le contraire. Ça, c'est mon observation personnelle. Il n'y a absolument rien de scientifique. Dans les commentaires, bon, Naomi qui doit quitter ou qui a quitté, éloigner d'eux, aller vers, tendance à m'éloigner de la douleur, aller vers, éloigner d'eux, c'est assez partagé, hein? C'est presque égal. C'est presque égal. Good. Là, avant d'oublier, je vais juste copier-coller le lien pour que vous ayez voir les... Attendez un petit peu. Tous les détails de la formation. Vous allez avoir le lien également dans le courriel de suivi demain matin avec l'enregistrement pour les gens qui n'étaient pas présents ou qui veulent réécouter. Ça, c'est le lien pour la formation. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à la formation en tant que telle? Ça va? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à la PNL? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ou surpris ce soir d'apprendre? Parce que ça, là, c'est dans les premiers cours de PNL, là, ce que je vous ai transmis. C'est comme dans les bases de la PNL. Qu'est-ce qui vous a surpris, étonné? Je vais vous laisser le temps de taper. Les métaprogrammes complètement nouveaux. Claudine et Kim, effectivement, les métaprogrammes, c'est dommage, on n'en parle pas plus que ça. Le auditif, visuel, auditif, kinesthésique, on en parle plus. Shannon qui dit « Je viens de comprendre bien les affaires. » Quand je donne la formation, ce qui me fait vraiment sourire, c'est que même si elle est donnée dans un cadre professionnel, j'ai toujours des gens qui disent « OK, c'est pour ça que je me pogne avec mon chum dans telle situation. » Ça m'arrive toujours. Ou, OK, fait que quand je demande ça de même à mon gars, ça ne marche pas pantoute. C'est ça. C'est notre approche qui est différente. Moi, j'ai mis un nom sur chaque métaprogramme, Marie-Claude. J'adore ça. OK, là, je vois que vraiment les métaprogrammes, ça vous a allumé. Nous t'avons écouté en famille, en soupant, très intéressant. Nous sommes tous questionnés pour mieux se connaître, Sophie. Hey, merci, j'adore lire ça. C'est la portion sur les métaprogrammes de façon beaucoup plus avancée. Je l'ai déjà proposé à un groupe de jeunes de Maison des jeunes. Ça a été super intéressant. On en avait discuté de 3, puis par les exemples, par les mots et tout ça, je les invitais à prendre conscience de leur propre mécanisme. Puis, j'essayais de faire deviner celui d'un autre là, parce que c'était des jeunes là, qui se connaissaient depuis un certain temps.
c'était vraiment intéressant, c'était le fun de les voir apprendre à se connaître. Puis ensuite, ben là, on s'est pas rendu à, tu sais, quand tu es ado, là, apprendre à te connaître, c'est déjà une grosse job, là, fait qu'on arrête ça là. Mais juste de réaliser nos propres mécanismes. Exemple, moi, je suis un éloigné d'eux, ben, je vais me mettre, quand je veux me motiver à faire du sport, ben, je vais regarder de quoi je m'éloigne. Tandis que si je suis une allée vers, je vais me fixer des objectifs et tout ça. Ah, le texto que 7%. Ouais, ça fesse hein, quand on réalise ça. Fait que, peux-tu arrêter de prendre une pinte de lait? Je pars du bureau, je vais arriver en retard. That's it, là. Les textos, ça sert à ça, là. Ça ne sert pas à faire des grandes discussions, là. Le fait qu'on puisse varier dans nos métaprogrammes selon les sphères de vie, les métaprogrammes. Ah, c'est vrai, Guylaine. Souvent, on s'adapte sans le savoir. Oui, instinctivement, on se synchronise aux autres. Instinctivement. Les gens qu'on côtoie dans notre entourage, notre famille, notre entourage immédiat, tout ça, on a appris à le faire. Quand on rencontre des nouveaux clients, des prospects, des nouveaux collègues de travail, ça ne se fera pas instantané. Si la personne a des schémas différents des nôtres et qu'elle est opposée à nous, ça se pourrait qu'on travaille un petit peu plus fort. Là, ce que je vous donne comme information, puis ce que je donne dans la formation, c'est un raccourci. Tu sais, c'est comme pour embarquer sur l'autoroute puis créer ce climat de connexion-là encore plus fort. C'est un peu comme si je vous apprenais à parler le dialecte des îles de la Madeleine ou d'une autre langue. C'est pratiquement ça. Les métaprogrammes, ça ouvre notre esprit. Exact, sans tomber dans le jugement. Ça nous permet d'avoir un regard bienveillant envers l'autre puis de comprendre que tu sais, un éloigné. Moi, je suis allée vers. Je suis fortement allée vers. Fait que des fois, les éloignés d'eux, je les perçois comme étant négatifs. Mais en fait, ils ne sont pas négatifs. Puis, savez-vous quoi? Si vous avez un avion à faire inspecter, là, je vous souhaite fortement que ce soit un éloigné d'eux qui fasse l'inspection. Parce que lui, les bébites, il va y trouver. Moi, ça se pourrait que je me dise, bah, ça a l'air pas pire, ça, je pense que ça va bien aller. Je caricature, j'exagère. Mais effectivement, ça nous permet de sortir du jugement puis de comprendre l'expérience de l'autre, sa perception. C'est pourquoi j'utilise couramment la fonction vocale. Oui, Christine, je l'encourage fortement. Je l'utilise beaucoup. Ou de décrocher le téléphone pour clarifier une situation si c'est dans une situation personnelle. Mais déjà, la fonction de clips vocaux, la connaissez-vous toutes, la fonction clip vocal sur Messenger? On va s'avouer, hein, c'est beaucoup plus rapide que de taper. Puis comme on donne accès au paraverbal, la personne sans notre énergie, notre intonation, ça laisse moins place à l'interprétation. Ça, c'est super. Super. Oui, les procédurales, Jean-Sébastien, tu devais faire référence à l'inspection de l'avion. Les infirmiers, les ambulanciers, les chirurgiens sont de type procédure, eux autres, là. Il faut qu'ils suivent un ordre, il faut que ça toc, 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 toc. Il ne faut pas qu'ils se disent OK, c'est quoi mes options? Par laquelle je pourrais commencer? Non, non, c'est pas de même, ça marche, là. Donc, juste par les métiers des personnes, des fois, ça nous donne des indices de leur type. Soit auditif, kinesthésique, visuel, auditif, kinesthésique, soit leur mode de représentation. Physiothérapeute, massothérapeute, ostéo, c'est souvent des types kinesthésiques, ainsi que les artistes. Hein, le toucher, le ressenti, le côté plus émotionnel chez les artistes. Les architectes, les designers, ben, il y a des chances que ce soit plus des visuels. Puis les gens dans la musique, dans la radio, dans les communications, ça se peut qu'ils soient plus auditifs. Donc, dans la formation, en fonction des corps de métier, je vous aide à capter les indices. Je vous aide à capter les indices. Alors, je pense que j'ai fait le tour des commentaires et des questions. Je vous remercie infiniment de votre présence ce soir. On est encore 19 personnes connectées. Je suis vraiment contente.
Merci à vous. Demain matin, vous allez recevoir l'enregistrement qui va être disponible pendant la période d'inscription à la formation. Fait que ça va vous donner une grosse semaine pour l'écouter. Je pense que j'ai oublié de dire que pour les gens qui s'inscrivent à la formation au plus tard dimanche, donc dans les 4 prochains jours, je vous donne un coaching express de 30 minutes gratuit avec moi que vous pouvez prendre avant, pendant, après sur le sujet de votre choix. C'est même pas obligé d'être en lien avec la formation. Puis un 30 minutes bien aligné, ça peut faire une belle différence. Alors, merci à tous d'être là. Je vous envoie un petit lien avec la rediffusion demain. Merci à ceux qui écoutent en replay. Vous avez dans les détails, vous avez mes coordonnées sur Messenger, sur ma page professionnelle, par courriel info@karinerobitaille.net. Je suis là pour répondre à vos questions et échanger. Ça va être un grand plaisir pour moi. Alors, je vous souhaite une très belle fin de soirée, une belle continuité pour ceux qui écoutent la rediffusion et on se reparle bientôt. Merci, Karine. Ah oui, c'est une bonne idée d'ouvrir vos micros. Je vais arrêter l'enregistrement.